Alors nous sommes avec Huguette Hérin-Travers pour son roman La modestie du monde. Bonjour Huguette. Bonjour. Huguette, avant de parler de ce roman qui n'est pas forcément un thème très facile, sans trop en dévoiler, est-ce que vous pouvez vraiment nous situer? On est dans les années de guerre, on est avec une communauté qui est mal aimée, voire même persécutée. Est-ce que je situe bien? Qu'est-ce que j'aurais oublié pour que le spectateur, le lecteur même puisse avoir envie de lire? Non, vous n'avez rien oublié parce que la volonté de l'écriture de ce livre est toute dans cette idée que la chronologie n'est pas l'essentiel. La chronologie, ce qui est le plus important pour moi, c'est le choix des hommes, des femmes, leur vie et ce qu'ils font de leur vie. Et le roman est très déstructuré, on pourrait dire, parce qu'il commence, cette femme qui est très âgée, regarde les engins puissants d'aujourd'hui qui vous taillent dans les terres, qui vous séparent votre ferme, les bâtiments de vos terres, parce qu'une autoroute va passer, que les travaux ont repris et qu'inéluctablement, votre propriété est fichue. Le monde que vous aviez construit, que vous aviez eu en héritage, est fichu. C'est fini, cette ruralité-là. Elle est terminée. D'autant plus qu'elle l'a vu, elle, puisqu'elle est née en 1914, elle a vu tout disparaître, elle Absolument. a vécu les deux guerres, elle a dû reconstruire et de nouveau repère. Voilà. Et donc cette histoire de tranchées ont figuré, au fond, c'est celle de l'histoire, de la grande histoire. Et le double message aussi, c'est la place des femmes, la force des femmes dans ces combats quotidiens, de la retenue à la terre, de la volonté. Et il y a dans l'autre, ce qui dans l'histoire apparaît également, les Allemands sont là. On est au cœur du livre, les Allemands sont là, c'est l'occupation. Et comment cette femme de caractère va toujours garder en elle l'enfant qu'elle a été, l'enfance qu'elle a eue, et qui l'aide tout le temps, quoi. C'est cette puissance native de la terre et de l'enfance conjuguée. Et puis surtout, en plus, on se rend compte quand même que c'est, à la base, une personne, on suit même les relations qu'elle a avec sa famille, qui, dans l'épreuve, finalement, s'unit peut-être pas tout le monde, mais au moins entre elle et je crois que c'est un de ses petits-fils. Voilà. Et dans un mot, hier, j'ai participé à une rencontre passionnante à Tournon, et dans le Beaufort, je crois, voilà, à Tournon. Et quelqu'un me dit, j'ai lu votre livre, et ce qui m'a marqué, c'est la bienveillance. Parce qu'il y a des choses terribles dans ce livre, des choses très dures, Oui. que je lisse, mais elles sont très dures. Et elle me dit, c'est la bienveillance. Et ce mot de bienveillance caractérise Yvonne. Elle est toute dans cela. La bienveillance, ça suppose toujours une retenue. On n'est pas dans les fusions. Et elle a un héritier. Elle ne lui donnera ni ses terres. Elle ne lui donnera qu'un Opinel, d'ailleurs. Et je suis dans le beau pays de Totalement. l'Opinel. C'est un bel hommage. Bel hommage. Et c'est dans la dernière page. Je ne l'ai pas fait exprès, vous pensez bien. Donc, mais au moins, achetez le livre, ne serait-ce que pour la première page, la dernière page où on parle de l'Opinel. Et voilà, donc et le courage d'Yvonne va, pas à travers ses enfants, mais son petit-fils étudiant à Paris, qui sera sans doute avocat, eh bien, va prendre à Yvonne sa lucidité. Il croyait qu'il allait sauver le monde avec son métier d'avocat. Voilà, on flambe, on est étudiant, on est vachement fort et tout. Et puis, il découvre par sa relation avec Yvonne, il sauvera ce qu'il pourra, mais il gardera l'éthique d'Yvonne au cœur. Ça veut dire que la modestie du monde, Yvonne l'avait déjà. Voilà, elle l'apporte. C'est ce garçon, ce grand garçon, Voilà. au fur et à mesure, qui lui pensait pouvoir révolutionner, qui l'apprend alors. Bien sûr, bien sûr. Donc d'une certaine façon, le temps est déstructuré. Premier chapitre, on est par exemple, je ne sais plus quand, 2006. L'autre, on revient en 19, la naissance d'Yvonne, dans des conditions. Moi, j'ai hâte, parce que le ventre des femmes, moi, je le connais, j'en ai un. Et je suis de cette génération qui a connu des moments très lourds, très durs, à travers ses propres parents. Je suis née d'un père inconnu, d'une mère qui ne voulait pas de moi. Et donc j'ai cette expérience-là, du corps. Justement, c'était la relation que je voulais faire entre le personnage et vous. Il y a pas mal de points communs entre Yvonne et Huguette.
Peut-être, oui, certains me l'ont dit, certains au Mans, voilà, m'ont dit, écoute, dis donc, tu lui as donné beaucoup à Yvonne. Je lui ai dit, oui et non, mais j'ai donné beaucoup des gens. J'étais toute petite, ma mère m'a dit, il y a eu 2 catastrophes en 1939, toi et la guerre. J'ai assumé très bien, j'en ai été très heureuse parce qu'après tout, si j'étais une catastrophe, eh bien déjà c'était que j'existais. Et ça m'a porté, ça, toute mon enfance, ça m'a porté. Donc Yvonne, elle naît un peu dans les mêmes conditions, mais j'y ai mis beaucoup de ma mère, dont j'ai eu peur toute ma vie, qui est une femme forte, redoutable, très belle. Et d'une certaine façon, la peur que j'ai eue d'elle, eh bien, j'en ai fait de la retenue pour Yvonne. Vous voyez, j'ai vraiment... Parce que cette femme vous fait peur. Votre héroïne vous fait peur. Un peu, oui, parce qu'elle est tellement dans une éthique forte. Vous savez, c'est difficile d'être fort toute sa vie. Et elle est dans une douleur infinie. Quand son amie, l'institutrice, est emmenée à Ravensbrück, enfin, est emmenée en déportation, il a fallu qu'elle supporte tout ça, cacher ce qu'elle faisait pendant la résistance. Et j'y ai mis ma nourrice, j'ai été 7 ans nourrice oubliée de ma mère, mais bon, voilà, mais ma mère nourrice, c'était comme ça. Elle m'a emmenée dans la forêt, soigner quelqu'un de blessé. Je ne le redis pas comme ça, mais je redonne le courage silencieux. Et à la Libération, cette femme, qui s'appelait Charlotte, qui est un peu Marc, qui est un peu Yvonne, elle n'a rien dit de ce qu'elle avait fait. Et cette sobriété, cette force de caractère, je me suis dit, c'est la terre qui fait ça. C'est ce monde rural, c'est la nature qu'on a tous les jours. On casse la glace dans l'auge, on regarde les fleurs sortir, on a les tilleuls qui font les saisons. Et elle est fabuleuse, Yvonne. Elle sait regarder tout cela. Vous voyez, c'est cette force. On sent la passion que vous avez, mis dedans. Alors, on sait que le prix ici du Salon de Yves Vermillon, le prix Rosine Perrier, c'est un roman qui est ancré dans un territoire. Et on sent également la passion d'un territoire que vous connaissez très très bien, qui est celui de Nantes. C'est un endroit que vous chérissez beaucoup, apparemment. Je chéris beaucoup, oui, mais il pourrait se passer... J'ai écouté RTB, c'est ça, Radio-Télévision Suisse, quelqu'un qui parlait de mon roman, et qui disait... Oh là là, il y a du vécu là-dedans. Et qui disait aussi, c'est le courage d'une femme. Mais moi, j'ai pas eu ce courage-là, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir. Parce que voilà, les circonstances. Mais ce que j'ai rencontré dans ces campagnes, on disait très profondes, non, elles sont à la portée de qui veut les voir, qui veut les regarder. Ce sont des mondes oubliés parce qu'on a choisi de les oublier. Et moi, j'ai tenté, voilà, c'est une tentative de restitution et d'amour pour des femmes exceptionnelles. Justement, parce que vous me lancez un petit peu sur la question, Huguette, vous avez commencé aussi par des recueils de poèmes. Oui. Puis là, vous commencez effectivement à écrire à la veille d'un âge... 68 ans, j'ai commencé. Voilà, donc moi je voulais pas le dire, mais et j'ai lu dans votre résumé parce que les livres font vivre. Absolument. Alors comment, moi la question que je me pose, c'est, on sent déjà toute la passion que vous avez mis dans ce roman, La modestie du monde, mais comment le livre vous a aidé effectivement à vivre? Il m'a aidé parce que j'ai eu un deuil terrible et donc je ne parlerai pas, mais et comment, vous savez, on nous a tellement bassiné avec cette histoire de travail de deuil, quelle ânerie, enfin pour moi. Et le livre, l'art en général, c'est peut-être, je crois qu'il y a un écrivain qui disait notre besoin de consolation est notre insatiable besoin de consolation. Mais souvent on est seul, j'allais dire pour se consoler, pas seul tout forcément, mais on sent bien qu'on emporte un poids très lourd. Et peut-être que l'écriture, mais c'est vraiment quelque chose, parce qu'on redonne de la vie. Ça ne rembourse rien, ça ne fait revenir personne. Mais alors, ça donne, voilà, à faire aimer à d'autres, à rencontrer d'autres personnes et à dire, voilà, vous êtes fort, vous lisez cela, vous avez envie de parler de vous, eh bien c'est dedans, c'est aussi dedans. Alors, justement, si vous deviez choisir un livre parmi tous ceux que vous avez eu entre les mains, quel est celui qui vous a vraiment aidé à survivre? Quel est le livre qui vous a marqué, qui est votre Bible de survie? Eh bien, j'en ai plusieurs, mais je vais parler de celui de mon enfance avant la grande histoire, mais celui de mon enfance, c'est Olivier Twist de Dickens. Et là, franchement, j'ai pleuré. Mon enfance était difficile, mais j'ai eu quelqu'un, oui, un proche qui s'appelait Olivier Twist,
sur lequel je pouvais voilà, je pouvais porter sa souffrance, et j'étais heureuse d'être en solidarité avec ce petit garçon, cette misère du monde. Il y a la modestie du monde, mais il y a la misère du monde. Et ça m'a rendu, je l'ai peut-être lu, je ne peux pas vous dire, c'est 17 fois, 25. Ah oui. J'ai été une enfant qui a gardé les vaches le jeudi. Vous savez, j'ai été à la Sorbonne, mais c'était pas gagné, ça. Hein. Ça s'est pas fait comme ça. C'était question de survie. Mais mais les grandes études, c'est parce qu'un jour, une maîtresse d'école a dit, comme Rachel dans le livre, mais celle-là, elle peut aller aux études. J'ai été rattrapée comme un chaton, voilà, qu'on rattrape par la peau du cou. La peau du cou. Et j'ai fait des études, c'est un accident. Et je remercie tout le monde de m'avoir appris à écrire. Mais peut-être que je savais ça de cœur. Donc là aussi, c'est un livre qui est très positif et plein d'espoir. Huguette, est-ce que vous connaissiez la Maurienne avant ? Non, je connaissais donc pas la Maurienne. Je suis allée jusqu'à, je ne sais pas comment on fait, c'est pour y aller, si on passe par la Maurienne ou pas, mais je suis allée jusqu'à la cascade du Nandan, jusqu'au fer à cheval. J'ai passé une colo quand j'étais très jeune, à Samoëns. Oui, mais là vous êtes en Haute-Savoie, nous on parle de vraies montagnes. Nous, hein. Non, je rigole. Excusez-moi. Je rigole bien entendu. Par contre, donc vous connaissez un petit peu la splendeur de la montagne, parce que si en plus vous avez été en colo, on vous a fait faire des randonnées, forcément. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas, et c'est avec ça qu'on va terminer, que la modestie du monde, elle est là, dans la montagne, quand on est devant cette immensité. Bien sûr. Elle peut être devant une fleur, elle peut être devant une... Mais elle est absolument... Vous savez, pas eu le temps ce matin de regarder par la fenêtre, là où j'étais accueillie. J'étais, mais abasourdie, je me suis dit... Et là, tout à l'heure, mais franchement... là, si on oublie fourmis du monde, si on oublie ce qui nous entoure, si on continue à le saccager de cette façon-là, mais où on va, quoi? Et c'est ça, ce surgissement de tous ceux qui, comme dans le livre, qui ont cette force, ce caractère trempé, mais trempé justement parce qu'ils voient. Vous avez compris, c'est un roman, comment dirais-je, écrit avec les tripes d'Huguette. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. On peut que le décrire comme ça. Je vous le conseille, ça s'appelle La modestie du monde. Huguette Hérin-Travers, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous, les et jeunes. bon salon. Merci beaucoup.